Bonjour Béatrice. Bonjour Ah, Franco. ça va, t'es en plateforme? Oui, en pleine forme. Oui, Prête? très bien. Je Ça va, suis tu es prête. prête pour cette nouvelle session Oui. d'investigation numéro 45. Ok, Allez, on est parti pour ce beau voyage. Tu fermes tes c'est yeux, parti. Oui. prends 2, 3 longues inspirations. Relâche-toi, décontracte-toi. C'est ça. Maintenant, comme d'habitude, je vais faire un décompte de 10 jusqu'à 1. Et à chaque palier que tu entendras, tu entreras dans une relaxation de plus en plus profonde. 10, 9, 8, 7, 6, de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Béatrice, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te connecter au mot poltergeist. Oh. 1, 2 et 3. Alors, avant que tu dises le mot poltergeist, Poltergeist. voilà, j'étais toute comme si je flottais et je voyais des tourbillons. D'accord. Bon, déjà, c'est la première sensation qui m'est venue pendant le décompte. J'étais, tu sais, comme quelque chose qui flotte et qui, qui erre avec des tourbillons. Des tourbillons qui aspirent. Bon, déjà, c'est la première chose que je peux te dire là maintenant. Quand
tu te connectes au mot poltergeist, que perçois-tu? Visualises-tu? Les tourbillons, D'accord? des spirales, des spirales qui tu es aspiré en fait dedans. Reste bien en dehors de cette spirale. Ouais, il y a un sentiment quand même un petit peu d'oppression, mais je vais me détacher de ça. Alors c'est assez amusant, c'est comme si ouais, tu passais à travers ces espèces de spirales. Donc je vois des spirales, mais pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. Ok. Quelles sont les conditions et facteurs qui permettent que le phénomène de poltergeist se produise? Une brèche. Une brèche, spatio-temporelle. Une brèche spatio-temporelle. Une brèche, comme une déchirure, tu sais, au niveau, comme une déchirure au niveau comme une déchirure au niveau du temps. J'ai encore cette sensation quand tu as commencé le décompte où je me sentais vraiment engourdie et il y a ces spirales en fait qui, qui forment des brèches et qui permettent de naviguer, de naviguer d'un temps à un autre. Il n'y a pas de notion il y a pas de notion en fait de temps. C'est comme si tu passais de 2020 à 1970, à 980, ce sont des brèches et tu passes à travers ces brèches. C'est une mémoire en fait, une mémoire qui a un espèce de corps assez blanc qui traverse ces brèches et qui va dans plusieurs temps. C'est assez drôle comme truc parce que c'est comme si les temps étaient superposés et que cette espèce c'est au niveau de l'esprit, donc va à travers ces brèches et peut naviguer, en fait, c'est ça, peut naviguer d'une brèche à une autre, d'un temps à un autre, comme si les temps étaient superposés, alignés, enfin, voilà, tu passes d'un temps à un autre, tu navigues. Bien. Voilà. Bien. Est-ce que les phénomènes de poltergeist peuvent-ils être liés aux conditions psychiques, aux états de conscience d'un sujet, à une période spécifique de sa vie? Oui. Lesquels? Conditions électriques.
c'est une condition électrique. Électrique au niveau... alors, je vois un corps qui a une production électrique très forte. Et cette production électrique... Un corps physique, tu parles? Oui, un corps physique. Et cette production électrique va provoquer ces brèches. Et elle va être... elle va permettre cette navigation, en fait. Alors, en termes de... Tu disais au niveau du temps de... Avec, tu peux me redire Oui. ça... Oui. Je te répète la question. Dans ce cas, les phénomènes de poltergeist peuvent-ils être liés aux conditions psychiques, aux états de conscience d'un sujet, à une période spécifique de sa vie? Alors, une période spécifique de sa vie, j'ai pas d'infos là-dessus, parce que je vois un enfant qui peut très bien le faire, un enfant de 7 ans, comme un adulte. Et quelqu'un d'âgé, c'est aléatoire. Alors, j'ai 7 ans, 40 ans, et après, ça commence à devenir aléatoire. C'est une production vraiment électrique au niveau du champ, au niveau de la conscience. Donc, tu vois, j'ai cette image du corps et puis cette production électrique qui se fait et qui est beaucoup plus forte et qui permet d'ouvrir ces brèches et de se déplacer au niveau des temps, des différentes, que je te disais tout à l'heure, au niveau des différentes années en fait. Voilà. Est-ce que cette production électrique est-elle liée aux conditions psychiques du sujet? Oui, oui, il y a une corrélation, avec ça. C'est une conscience. Alors, j'ai le mot élevé. C'est une conscience un peu plus élevée. C'est une conscience un peu plus élevée. C'est un. J'ai l'image donc du cervelet. J'ai l'image du cervelet. Et il y a une grosse production à ce niveau-là. Et c'est comme si c'était une capacité à voyager, dans le temps. Mm-hmm. Et à ouvrir ces brèches. Voilà. Bien. Je veux maintenant que tu trouves une personne qui vit un poltergeist. Ouais. Bien. Que visualises-tu? Comme une décorporation. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. C'est un homme. Un homme à peu près la quarantaine. 42. 42 ans. Et tu as comme une décorporation. Ok. Avec sa permission, Amon 3 pénètre dans son corps et dis-moi ce que tu perçois, visualise. Te donne-t-il la permission? Oui, c'est OK. Alors, je compte de 1 à 3 et tu pénètres dans son corps. 1, 2, 3. Il y a
tout de suite exactement ce que j'ai ressenti au départ du décompte, un engourdissement physique. Un engourdissement physique du corps. Il y a tout autour une production électrique très 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 forte. Ça sort au niveau de cette partie-là. Donc ça prend à ce niveau-là entre le cœur et c'est au niveau juste en dessous de la gorge là. Et ça s'arrête au niveau du bassin. Donc tu as toute cette partie du corps qui va comme s'ouvrir. Tu as c'est pas vraiment agréable, hein. Donc tu as l'engourdissement du corps physique. Tu as cette partie-là qui est donc tu as tout le corps qui est en surproduction électrique et en même temps tu as cette partie-là, donc je te disais là, de la gorge jusqu'au bassin qui s'ouvre. Et tu as ça sort. Et c'est un espèce de blanc. J'en ai des frissons partout. C'est un truc blanc qui sort, informel. Et il y a une brèche en même temps qui s'ouvre et ça s'engouffre à l'intérieur de la brèche. D'accord. Et là, tu n'as plus que cette condition électrique. Au niveau du corps physique, tous tes sens sont complètement inhibés. C'est comme si le corps était dans un silence total. Cette partie blanche que tu vois sortir et être aspirée par... En fait, cette partie blanche, c'est pas qu'elle est aspirée, c'est que en même temps qu'il y a cette production électrique va créer cette brèche, cette spirale-là. C'est une spirale qui va créer une brèche. Et ensuite, voilà, elle va s'engouffrer. C'est pas le terme exact, hein, elle va. Oui, elle va s'engouffrer dans cette brèche. Et ensuite, au niveau du corps physique, tous tes sens sont complètement inhibés. Tu n'as plus du tout de production au niveau du cerveau. C'est comme si la partie subliminale était aspirée, qu'elle n'avait plus de partie subliminale, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, mais le terme subliminal n'est pas, c'est pas correct. C'est pas le terme correct. J'ai pas le mot. J'ai vraiment pas le mot. Et en termes de sensation, ce qui est très étrange, c'est que ton corps physique est complètement inhibé. Tu ne ressens plus rien. Je ne vais pas dire qu'il est mort, parce qu'il n'est pas mort, mais il n'y a plus de production. Comment appellerais-tu cette partie qui est aspirée par ce portail? J'ai le mot vital qui me vient. Vital? Oui, vital. De toute façon, c'est en rapport avec l'électricité, avec, tu sais, comme un champ électrique. Et tu vois l'image de la pile, une pile électrique qui est vidée. Et bien, c'est exactement ça. Le corps physique est comme si comme si on lui avait retiré en fait toute son électricité à l'intérieur. Et ben c'est ça. C'est pour ça que c'est pas la partie subliminale, c'est vraiment au niveau électrique. Et ce champ, cette puissance électrique qui s'en va du corps
éteint le corps, en fait. Comme une pile, tu sais, qui est déchargée. Et ben, c'est vraiment l'image que j'ai. Et au niveau des sensations, c'est ton corps est éteint, en fait. Inhibé, éteint, vidé. Et, mais le mot, oui, vital. Son énergie vitale. Pas... Même le mot énergie n'est pas correct. C'est pas le terme correct. Non, c'est le mot double qui me vient aussi. C'est une sensation qui est assez incroyable. D'accord. Est-ce que tu peux préciser d'où provient cette surproduction électrique? Quelle est l'origine? Le cervelet. J'ai bien dit le cervelet, hein. Je n'ai pas dit le cerveau, hein. Le cervelet. Je vois cette petite glande aussi au niveau, tu sais, qui est entre les deux hémisphères là. Cette toute petite glande. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est qui est en forme de petit haricot. Glande pinéale? Ouais, c'est ça. Je la vois s'activer, mais très très fort. S'activer très très fort, ce petit haricot là. Et une surproduction. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, quand tu es en état de méditation, quand tu es en état de méditation, tu as, au niveau de ton cerveau, c'est comme si, quelque part, tu sais, les pensées, etc., tout ce qui parasite autour s'éteint. Et tu es capable de faire comme une décorporation, tu sais, au niveau du corps physique. Et bien là, ça y ressemble, mais c'est bien plus puissant en termes d'électricité. C'est beaucoup plus puissant. C'est pas du tout les mêmes zones qui sont activées. Il y a une corrélation avec ça au niveau physique. Et c'est cette petite glande, ce petit haricot qui va être en surproduction. Il y a le cervelet en même temps. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est complètement indépendant de la personne. C'est-à-dire que c'est pas le cerveau qui va, tu vois, conditionner, qui va se conditionner, où tu sais, tu vas dire, bon ben voilà, ça y est, je vais me mettre en... Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut arriver d'un seul coup, sans que il n'y a aucune maîtrise là-dessus. Très bien. Quelles ondes cérébrales sont présentes lors d'un poltergeist? Alpha? Delta? Oméga. Oméga? Ouais. Désolée, tu n'as pas fini ta phrase. Mais j'avais alpha, delta ou theta. Eh ben moi, je vois, je crois que c'est le signe oméga, c'est ça là Oui, c'est bien ça. Ouais. C'est ça, hein. C'est oméga. Je suis désolée. Ok, C'est ce qui le te vient. symbole. Voilà, c'est le symbole qui m'est venu tout de suite. D'accord. L'onde cérébrale que tu perçois est-elle liée au phénomène de poltergeist que la personne subit?
Alors là, excuse-moi, mais je n'ai rien compris. Je suis désolée. Bon, l'onde cérébrale, donc toi, tu m'as dit que l'onde cérébrale présente, c'est l'onde oméga. Mhm. Donc, l'onde cérébrale que tu perçois est-elle liée au phénomène de poltergeist que la personne subit? Oui. Oui, et ça fait comme un faisceau en fait. Et j'ai ce symbole aussi. L'infini? Ouais. J'ai aussi ce symbole. De quelle façon l'onde cérébrale que tu perçois est-elle liée au phénomène de poltergeist? Je vois un truc comme un éclair. Mhm. Un faisceau qui arrive et faisceau qui arrive et qui va déclencher comme un éclair, une onde en fait, tu sais, mais pas une onde rectiligne, quelque chose qui fait comme ceci et, et qui va provoquer cette électricité et qui va augmenter, qui augmente cette électricité, qui fait que le corps va s'ouvrir à ce niveau-là et qui provoque ce poltergeist. J'espère que j'ai été claire. C'est assez clair pour moi. Quelles manifestations peuvent se produire à l'endroit où un poltergeist a lieu? Comme il y a cette production électrique très forte, je vois le sol qui bouge comme un tremblement de terre. Ça va déranger en fait, comme tu sais, un équilibre. Ça, ça dérange les champs qui sont autour. Euh, c'est comme si tu avais, tu sais, une grille qui s'étirait, comme les plaques tectoniques, tu sais, qui bougent. Mhm. Ça crée tellement d'énergie, tellement de puissance que tu as un étirement au niveau des champs autour, tu as des vibrations qui se passent au niveau du sol, au niveau des structures que tu peux avoir autour de toi. Donc quand je dis structure, c'est maison, c'est tout ce qui va être en contact en fait avec cette production électrique va subir une modification au niveau du champ vibratoire. Et ça va étirer en fait, ça étire énormément tous ces champs comme quelque chose voilà, que tu étires, tu sais, très fort. Euh, Tu sais, ces plastiques-là, ces grillages tu sais, qui ont des trous à l'intérieur, comme dans les chantiers, là, tu sais, ou pour protéger, et que tu étires et tu vois le plastique qui s'étire. Eh ben, c'est exactement la même chose au niveau des champs autour. Donc, du coup, ça crée des vibrations, ça crée une déformation. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas cette déformation, il ne peut pas y avoir cette ouverture, cette brèche.
ces spirales qui se mettent en place. Donc, il y a une déformation. Et s'il y a déformation, il y a un changement au niveau et comme les molécules, des molécules qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent. Voilà. Ok. Quelle autre manifestation au niveau physique peuvent se produire à l'endroit où un poltergeist a lieu? À part ce sol qui vibre, vois-tu autre chose? Si tu te connectes à la personne sur laquelle qui vit ce poltergeist, quel genre de manifestation physique peut-il y avoir à l'endroit où il vit Comme ça, ça bouge, les champs, tout objet en fait a un champ. Comme si chaque objet en fait était entouré, tu sais, d'une petite grille, d'un champ. Enfin, quand je dis grille, c'est un champ. Et donc du coup, ça change les molécules qu'il y a à l'intérieur. Je suis pas physicienne, donc du coup, je vais utiliser les mots. C'est vraiment basique, hein. Ce que je vois, c'est que le verre, en fait, va changer comme s'il allait changer sa structure. Et ce changement de structure va faire qu'il va se déplacer ou bouger. Et là, c'est ce qui se passe, en fait, dans tout ce qu'il y a autour, que ce soit un cadre de photo, que ce soit un vase, que ce soit un verre. Comme il y a cette production électrique au niveau du corps qui est tellement puissante, elle va changer les champs qui sont autour. Donc ça va être au niveau du sol, mais ça va être tous les objets. Et du coup, quand tu changes les champs, quand tu changes les molécules dans quelque chose, tu sais, c'est comme quand tu fais bouillir de l'eau. Tu sais, tu as ces bulles là, je suis désolée d'utiliser cette image, mais j'ai que ça pour exprimer ce que je vois. Comme j'ai pas les mots, j'ai pas les termes scientifiques. Ouais, Et vas-y, continue, du c'est coup, tu clair. sais, t'as l'eau qui change, qui va bouillir. Elle est plus plate, elle va bouillir, elle va s'évaporer. Et là, c'est exactement pareil au niveau des objets qui peuvent être autour. Et il va y avoir ce changement, voilà, au niveau champ, au niveau fréquence, au niveau molécule. Et ça va, du coup, faire des modifications, ce qui fait que tu as des objets qui bougent. Voilà. Parfait. L'autocombustion peut-elle être générée par un phénomène de poltergeist? Alors, je veux dire, oui. Tu as une visualisation? Ouais, je vois un corps. Et ce que je vois, c'est cette production électrique. J'essaye de mettre des mots, hein, sur ce que je vois. Cette production électrique, en fait, est tellement forte au niveau moléculaire. En fait, c'est le moment où le corps va s'ouvrir à ce niveau-là. Ça correspond en fait à une espèce de fraction de seconde où c'est tellement puissant, tellement fort que cette fraction de seconde peut faire un embrasement du corps. D'accord. Décris comment un objet
est déplacé. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce changement de molécule en fait. Les objets autour, Mhm. je- euh, vu qu'il y a cette électricité, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc tu as les molécules qui vont changer à l'intérieur de l'objet et qui vont permettre ce déplacement. D'accord. Le poltergeist, traduit de l'allemand, signifie esprit bruyant. Il est connu depuis l'Antiquité, mais il existe des traces documentées de ce phénomène au Moyen Âge, dans les périodes ultérieures jusqu'à nos jours. Y a-t-il des différences de manifestation du phénomène au fil du temps? Le principe est le même. Le principe est toujours le même. Le principe est toujours le même. Tu vois aucune différence? Je ne vois pas de différence. Non, là-dessus, Donc ta réponse est non, quoi. ouais. Est-ce que les humains peuvent-ils subir une possession à la suite de phénomènes de poltergeist? Là, je revois ce corps complètement inhibé. Je vois ce corps complètement inhibé, où tu n'as aucune sensation et un corps vide. Un corps complètement vide. Et je n'ai aucune info pour le moment là-dessus. Donc, je ne sais pas si après, tu auras d'autres questions par rapport à ça. Mais là, je n'ai aucune info. Je ne vois rien du tout. Tu dis que le corps est totalement inhibé, donc est-ce que tu pourrais dire que le corps est sans défense? Ah, complètement, oui. Ah oui, oui, puisque le corps physique ne ressent plus rien, quoi. Tu as un arrêt total au niveau du cerveau. Tu sais, c'est l'image que j'avais tout à l'heure de la pile que tu vides totalement. Donc, il n'y a plus il n'y a plus de conscience euh, au niveau du corps. Et Et dans cet état de non-conscience, je veux dire, est-ce que le corps est plus perméable à une possession? ouais, 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 là c'est bon, ça y est, j'ai l'image. Ah oui, oui, Mhm. oui, oui, complètement, oui, Que oui. visualises-tu? Tu peux l'expliquer? Euh, ça rentre par où c'est sorti en fait, cette partie-là. Ça rentre pas par ici, ça rentre pas par ailleurs, ça rentre en fait dans cette partie qui s'est ouverte et tu as ce corps qui est complètement inhibé et, et tu as, tu sais, les guetteurs, c'est le mot qui me vient, les guetteurs et qui prennent, qui rentrent par là dans cette partie qui est ouverte. Ok. Et quel genre d'énergie vois-tu rentrer? Les désincarnés, c'est une porte pour se réincarner.
Mhm. Et il y a beaucoup de monde. Tu dis les réincarnés, c'est plusieurs réincarnés qui rentrent dans un seul corps physique? Non, 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 ça là, dans ce que je vois, il n'y a qu'une personne. Ok. Dans quel cas risque-t-on la possession? J'ai le mot conscience qui vient. Quand ta conscience est totalement quand tu as fait totalement abstraction de ta conscience, quand celle-ci est totalement inhibée. J'ai encore ce mot, inhibé. Hein. Mhm. Attention, quand tu parles de conscience, tu ne parles pas de cerveau, on est bien d'accord. Hein. Ta Oui, bien sûr. conscience, c'est Connaissance. différent. Voilà. Ton essence, on est d'accord. Hein. Donc, quand celle-ci est totalement inhibée et quand tu fais, alors j'ai le mot rejet aussi, quand tu fais un rejet de cette conscience, euh, et à partir de là, tu es, comment dire, tu es attaquable, hein. Tu es beaucoup plus facile. Décris-moi ce qui pourrait arriver en cas de possession. Elle est sympa ta question. Je suis désolée, mais C'est pas moi qui l'ai écrite. euh, tu as les mouvements au niveau des mains incontrôlés, au niveau des pieds incontrôlés. Tu as au niveau du cerveau, en fait, c'est comme si tu étais devenu fou. Au niveau du cerveau, tu as des pensées récurrentes. Euh, c'est, tu sais, tu connais l'image du livre Le Horlard, je crois que c'est de Maupassant, où sur sa couverture, tu sais, tu as des têtes avec des visages, comment dire, des visages, tu sais, un peu allongés, là, où, avec une bouche complètement déformée. Bon, bah, c'est ce qui se passe au niveau de ton cerveau. Tu as toutes ces voix, toutes ces choses qui sont là. Euh, tes, euh, tes yeux changent. Il n'y a plus de lumière au niveau des yeux. C'est, c'est le blackout. Mhm. C'est la mémoire qui s'éteint. La, Pareil, mé- le blackout. la mémoire par rapport à son identité. Ouais. C'est-à-dire que quand ça se met en place, en fait, c'est comme il y a des moments où il va se mettre bien ici, en fait, tu sais, bien caché, et quand il décide de se réveiller, il prend tout le corps. Il va prendre tout le corps, et là, c'est blackout. Blackout au niveau des yeux, blackout au niveau du cerveau.
plus de voix, plus rien. Et c'est juste un corps qui va se mettre en route, qui va marcher. Et ce n'est plus la personne. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas... je vois, tu sais, le mot fragment, ça va être des fragments d'images, des fragments de sensations, mais c'est tout. Et donc ton corps bouge, ton corps se mouvoie, ton corps va faire des choses, va boire, va manger, mais ce n'est plus toi qui est aux commandes. C'est plus toi qui dirige. C'est plus toi qui fait. C'est plus toi qui pense. C'est plus toi qui parle. C'est celui qui est en toi qui fait. Parfait. Y a-t-il des personnes qui soient au courant d'informations importantes concernant le phénomène poltergeist et qui n'ont jamais divulgué leur savoir? Je vois un homme avec une pipe. Je vois un homme avec une pipe. On est dans les années... la jonction entre fin 1800, début 1900, où il y a eu, comment dire, certains médecins, certains scientifiques se sont penchés vraiment là-dessus pour comprendre ce phénomène électrique, pour comprendre ce qui a mené ça, que c'était vraiment un mystère, c'était quelque chose qui était incompréhensible. Donc ils ont fait des expériences pour comprendre le phénomène. Et je vois beaucoup de documents, tu sais, des liasses de recherche, des documents d'analyse, de comparaison, et tout ça a été pris, mis dans un coffre et fermé. Et je vois ces documents se donner, tu sais, de main à main. On en vient justement à la prochaine question. De quoi ces personnes sont-elles au courant? Pourquoi est-ce qu'elles ne partagent pas leur savoir? Alors, c'est en corrélation avec cette petite glande-là, ce petit haricot il y a eu une découverte à ce niveau-là. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de méditation et il y avait une corrélation avec ça qui était différente, hein, mais il y avait une corrélation avec ça. Et tout à l'heure, je voyais aussi tu sais, je crois que c'était un moine tibétain qui est rentré en méditation et qui, son corps s'est momifié. Il y a une corrélation avec cet état méditatif, cette production électrique, ce petit haricot-là, au niveau qui est en plein milieu là, du cerveau, là, il y a une corrélation avec ça. Je ne peux pas t'en dire plus, mais il y a quelque chose avec ça.
Il y a eu des découvertes qui ont été faites, il y a eu des recherches qui ont été faites par rapport à ça. Et il y a une corrélation. Il y a un état qui ne se fait pas en état méditatif et qui se fait à ce niveau-là. Il y a cette petite glande-là qui est qui joue un rôle. Il y a ce cervelet qui joue un rôle. Et après, je peux pas, je vois rien de plus. Pourquoi est-ce que ces personnes ne partagent pas leur savoir? Qu'est-ce qu'il y a de si secret? J'ai l'image, tu sais, d'une bombe. Tu sais, le truc qui... l'information est tellement, tellement incroyable que... Et je vois encore cet homme avec sa petite là, avec un gros ventre. Je suis désolée, hein, c'est l'image que j'ai. Un gros ventre et où faut garder ça, quoi. On peut pas divulguer ça. C'est pas possible. On peut pas le divulguer. Qu'est-ce qu'il y a de si secret? Je ne sais pas. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a eu une corrélation, une découverte importante au niveau de cette petite glande-là, ce petit haricot, au niveau du cervelet, au niveau de cet état méditatif, de cette production électrique, qui sont différentes, mais il y a une corrélation, il y a quelque chose qui... il y a un lien. Et non, désolée Franco, mais... Très bien, passons à la suite. De 1982 à 1988, 3 films intitulés Poltergeist 1, 2 et 3 ont été tournés. Durant cette période, plusieurs personnages qui faisaient partie de la troupe des 3 films sont morts. Y a-t-il un lien entre le sujet Poltergeist traité dans le film et la mort des artistes? Tu veux que je te relise la question? Non, 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 j'avais les images qui passaient c'était un sujet qui était important. C'est un sujet important pour susciter l'intérêt au niveau du public et aller chercher autre chose, d'autres informations et ne pas rester que sur tu sais, l'image. C'était d'aller gratter derrière l'image, aller chercher des informations. Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé. Tu peux être un peu plus clair, un peu plus précis? On ne comprend pas trop ce que tu essaies de nous faire. Oui. En mettant en scène ça a touché un plus large public. Et pour susciter en fait l'intérêt de ça et que les gens aillent chercher
plus d'informations derrière ce sujet. Et on savait que ça existait. Et quand tu fais un film sur des sujets comme ça, sur ce genre de choses, tu vas susciter l'intérêt des gens, de certaines personnes, qui vont se dire, purée, c'est quoi ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, Mhm. puis tu en as d'autres où ça va passer comme ça, ils vont juste aller voir un film et puis c'est tout. Et pour certaines personnes, donc ça va susciter l'intérêt, donc du coup, aller faire des recherches, aller regarder plus profondément et gratter derrière la surface, tu vois, et aller chercher les infos. Est-ce que ça existe réellement? Comment ça se passe? Et il y a des sujets qu'il ne faut pas trop... explorer, quelque part, à ce moment-là, en tous les cas. Et au-delà du film, ces 3 personnes étaient assez impliquées là-dedans, au niveau émotionnel, au niveau physique. Mhm. C'est un sujet important. Voilà. Donc tu vois que leur mort est liée à ce tournage du film. Euh, il y a une corrélation, oui. Tout au moins pour 2 personnes. Lesquels? Soit 2 hommes. C'est tout, Franco. Ok, très bien. On en a fini avec la partie imposée. On va aller un peu peaufiner nos recherches. Tu peux aller te reconnecter euh, à cet homme que tu as vu avec la pipe. Oui. Tu sais aller voir et lui demander qu'est-ce qui fait que ce sujet euh, est tellement secret. Qu'est-ce qui ne peut pas être dévoilé? Oh, la porte du temps. La porte du temps. Tu peux m'en dire plus? Euh, les brèches, comme le voyager dans le temps. Mhm. Ah oui, bah oui, c'est cette production, ce que je te disais tout à l'heure, cette production électrique ouvre donc des champs spatiaux temporels, je sais pas comment on dit, moi j'ai Oui, que ce terme-là, ouvre en fait des champs spatiaux temporels et qui te permettent enfin, donc du coup tu peux aller d'un monde à un autre, d'une année à ce que je te disais tout à l'heure, de
2020, tu passes à 1800, tu passes, en fait, quelque part, tu ouvres ces brèches spatio-temporelles qui te permettent d'aller d'un temps à un autre, d'une année à une autre, d'un siècle à un autre. Et ça a été une découverte très importante de comprendre comment ce phénomène fonctionnait et de baser leurs recherches là-dessus. Ah bah oui, tout s'explique, en fait. Est-ce qu'ils ont fabriqué une technologie qui permet de voyager dans le temps suite à ces études de Ouais, poltergeist? ça a été mis en place. Et ça a été très compliqué. Très compliqué de mettre ça en place. Et aujourd'hui, je vois l'armée Mhm. et il y a quelque chose qui a été mis en place, qui a été créé en tous les cas, qui a été créé, et qui fonctionne. Y a-t-il déjà des êtres vivants qui ont fait des voyages dans le temps au niveau Ouais, physique? ouais, oui. Et là, tu vois, euh, j'ai l'image de l'Allemagne, euh, des- de Hitler, qui, euh, qui a aussi qui a fait où il a mis les plus grands scientifiques, enfin, ses plus grands scientifiques là-dessus. Ça a été une recherche qui a été très importante pour lui. Quel est le but de ces voyages dans le temps? On en revient à la même chose, hein, au pouvoir et la domination pour certains. Pour d'autres, c'est comment fonctionne l'espace-temps. Il y a, il y a plusieurs façons de. Tout dépend, tout dépend à la personne en fait qui va travailler sur ce projet ou qui est à l'origine du projet. C'est des fois scientifique, pardon, des fois scientifique ou c'est une recherche de comprendre comment fonctionne, parce que c'est quelque chose qui a été révolutionnaire. Ce changement de molécules, ce changement d'étirement du temps et qui permet de basculement dans un autre temps est, est quelque chose d'incroyable pour l'homme, pour l'être humain. Et ensuite, il y a cette recherche de domination et de pouvoir. Euh, c'est là où je vois Hitler, les forces allemandes. Ont-ils réussi à mettre en place cette technologie à cette époque? Alors, je vois l'Autriche, je vois les Alpes suisses.
et un espèce de voile. Alors autant c'était très clair avec ce monsieur-là, avec la pipe. Et autant là, c'est plus nébuleux, dirons-nous. C'est un petit peu plus nébuleux. Je te dirais oui. Ok. Tu me parlais que l'être humain qui avait cette surproduction énergétique, Électrique. électrique, provoquait cette brèche spatio-temporelle et qu'une partie de son énergie vitale, je ne sais pas comment l'appeler, sortait et était aspirée. Tu peux essayer de voir à quel endroit est-elle aspirée, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, sans passer à travers le portail, bien sûr. C'est cet étirement du champ qui fait comme une spirale. Tu as cette partie, ce truc blanc là qui sort. Est-ce que cette partie blanche a une conscience? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais c'est primaire. C'est une conscience qui c'est une conscience primaire. Regarde une fois que cette partie blanche est aspirée, regarde une fois l'individu qui a perdu cette partie blanche, a-t-il encore un corps subliminal? Non. Mhm. Non, C'est une coquille vide? c'est, j'en reviens à tu sais, la pile que tu Ouais. vides et qui est voilà quoi, complètement inhibée, complètement et, et pourtant autour de lui il y a quand même c'est très léger, hein, c'est très très léger. Il y a ce mouvement énergétique, mais c'est très 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 léger, c'est infime, c'est infime. Tu vois encore un lien avec cette partie blanche qui est sortie de son corps et son corps physique? C'est vraiment infime. Euh, Juste assez pour La survie du corps? voilà, juste assez pour ça. Et où va cette partie blanche? On peut l'appeler l'essence de l'être? Oui, on pourrait l'appeler comme ça. Tu peux aller voir de l'autre côté du portail, à la sortie, où est-elle aspirée? Euh, euh, ouais. Pas rentrer dedans, hein, tu vas juste à la sortie, de l'autre côté, fais le tour. On est dans le domaine de tout est possible. Tu as un espace vide. Un espace vide, c'est ça? Oui. Tu as cette brèche, un espace vide, où ça fait écho. C'est de cet espace vide. Un espace vide. Et ensuite, tu as
cette brèche, cet espace vide où... donc, si je m'exprime dans cet espace vide, ça fait écho, ça rebondit. Et ensuite, au fond, tu as la continuité de cette brèche, et là, tu bascules dans une autre époque. Ensuite, espace vide, autre époque. Ensuite, espace vide, autre époque. Et il y a cet espace vide entre chaque époque, chaque temps. Et cette énergie blanche passe chaque cesse pour passer Ouais. plusieurs. Et Ouais. elle fait quoi en fait? Elle va s'incarner dans un autre corps, elle va juste errer dans les temps. Ouais, je le vois plus, plus comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas de notion de, allez hop, je vais me réincarner. Non, non, cette production électrique est tellement forte que je te disais tout à l'heure, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de, donc ça ouvre une brèche et hop, voilà, ça sort. Peux-tu rentrer en contact avec cette énergie blanche télépathiquement? Tu peux créer un canal de communication? Non, Qu'est-ce qui bloque? Y a-t-il une conscience dedans? c'est bien là la question. Tu dis non, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas, ou bien parce que tu n'as pas accès? Pas accès. Très bien. Et déconnecte-toi du lieu. Reviens au moment présent, je te parle. Comment tu te sens? Bien. Allez, remonte un peu tes fréquences. J'aimerais que tu te connectes, Béatrice, euh, à l'époque où j'étais enfant, où je vivais dans une maison où il y avait des phénomènes particuliers. Et mon esprit sait exactement où t'emmener. Je vais compter jusqu'à 3 et tu te connectes à ce lieu. 1, 2, 3. Est-ce que tu perçois le lieu où j'habitais, où il y avait certains phénomènes étranges? J'ai plusieurs images qui se superposent. Dis-moi. Il y a une chambre, une salle de bain. Je pense qu'on est dans le bon lieu. Que vois-tu? Que perçois-tu? Que visualises-tu au niveau énergétique? Très froid. J'aime pas du tout. Y a-t-il Je me sens pas bien du tout. Alors attends. remonte tes fréquences? Si tu te sens mal à l'aise, si tu veux déconnecter, tu me le dis. J'ai cette sensation de corps, tu sais, qui s'inhibe. C'est drôle ce terme. Le corps qui fait quoi? Je n'ai pas saisi. Qui s'inhibe, tu sais, qui n'a plus S'inhibe. de... Oui.
des grandes angoisses. Perçois-tu des présences dans ce lieu? Ouais. Trois, quatre. Qui sont-ils? Les désincarnés. Mhm. Il y a eu assez bien de phénomènes physiques, des rideaux qui s'ouvrent, des L'eau. lampes qui Je s'allument, qui vois l'eau. s'éteignent. Mhm. Je vois l'eau aussi. L'eau? Oui, l'eau. Un Ouais. goutte à goutte. Ah. Mhm. Est-ce que ces phénomènes, peut-on les assimiler à un phénomène de poltergeist? Ou alors, est-ce que c'était des phénomènes dus à ces êtres désincarnés? La première, le premier mot qui m'est venu, c'est poltergeist. Et ce corps, tu sais, inhibé là, j'ai ressenti cet état de changement. Mhm. Il y a ça. Ok. Y a-t-il quelqu'un de notre famille qui avait cette surproduction électrique pour provoquer ces phénomènes physiques par rapport à des objets qui bougent? Grand-père, chez je vois un monsieur assez âgé. Enfin, j'ai l'image de l'arrière-grand-père. Tu parles de quelqu'un qui est décédé? Mm. C'est lui qui serait la source de tous ces phénomènes physiques par rapport Il y a, il y a un lien en tous les cas avec ce monsieur. C'est tous les cas, c'est activé. J'arrive pas à mettre en place les images face ce que je vois. Il y a un petit garçon, il y a cette surproduction électrique, ce changement d'état au niveau du corps. Et il y avait l'arrière-grand-père qui était dans le même dans la même production électrique. au moment de leur vivant, je veux dire, au niveau où ils étaient incarnés. Oui, Donc, ils avaient déjà cette surproduction électrique, c'est ça? ouais, Et une fois désincarnés, ils sont restés dans les lieux. oui. Et c'est ce qui provoquait ces phénomènes d'objets qui bougent, de rideaux qui s'ouvrent, de lumière qui s'allume, qui s'éteint. En partie, oui. Mhm. Sinon, c'était dû à quoi? Ou à qui? Bon.
il y a cette surproduction électrique qui va jouer sur, comme je te disais tout à l'heure, sur ce qui entoure. Ok, donc ça va faire des changements. Ensuite, tu as les désincarnés qui sont là et qui, eux, peuvent profiter en fait de ce moment où cette partie blanche la sort pour entrer à l'intérieur du corps. Au niveau des choses qui bougent, ça va être comme des souffles. Tu sais, comme quelque chose. On va souffler ça va être pour, comment dire, comme pour dire coucou, il y a du monde. Mhm. Il va y avoir un phénomène où on montre qu'il y a du monde, qu'on est là. Mhm. Ok. Tu peux te déconnecter de cette scène. Tu me parlais au début de l'enquête que cette surproduction électrique était due à des consciences élevées. Tu peux être plus précise par rapport à ça? Qu'est-ce que tu appelles conscience élevée? C'est cette petite glande-là, ce haricot, ce petit haricot qui est quelque chose qui est bien plus élevé, bien plus qui est au niveau de la conscience, au niveau c'est, elle joue un rôle primordial. C'est comme si Cet c'était haricot que tu vois, excuse-moi, cet haricot que tu vois, c'est au niveau physique ou au niveau éthérique? c'est au niveau physique et ensuite ce petit haricot-là, au niveau du cerveau, va produire, c'est de l'énergie vive, c'est comme euh, une mémoire physique. C'est quelque chose qui est primordial en fait. C'est ça qui fait que c'est la chose en fait la plus importante au niveau physique et au niveau éthérique. Comme s'il y avait un lien. Elle est d'une lumière, mais c'est incroyable. Tu peux essayer de m'en dire plus? Tu connais vraiment cet haricot? Ça a déjà un nom physique. C'est un noyau, Est-ce que c'est quelque un, chose qu'on voit, on peut voir avec des appareils physiques? Est-ce qu'il est visible au niveau physique? au niveau, ce petit haricot là, oui, oui, il est visible au niveau physique, oui, mais après, ce qu'il y a, il a cette forme de haricot et en fait, c'est un noyau qui, qui produit, tu sais, comme au niveau nucléaire, tu sais, les noyaux, c'est terrible de pas, de pas pouvoir mettre des mots sur ce que je vois. Comme un noyau en nucléaire et c'est Qu'est-ce qui fait qu'il est plus animé chez une personne que chez une autre? la conscience.
Donc, c'est l'essence qui entre dans le corps, qui incarne le corps, qui fait que ce noyau est plus ou moins activé. C'est la conscience. C'est c'est tout simplement la conscience. Y a-t-il énormément d'êtres humains qui ont cette surproduction électrique en pourcentage? Non, pas beaucoup. Il n'y a pas 10. 10%? Ouais, entre 8 et 10. Ok, parfait, Béatrice. On va rentrer à la maison. Déconnecte-toi de tout et de tous, de tous les lieux, de toutes les personnes, et reviens au moment présent où je te parle. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit. Avec le 1, tu commences à revenir à ton corps. Tu ressens l'énergie circuler. Et tu peux sentir que ton corps devient de plus en plus léger. 2, et tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. 3, tu reviens tout en augmentant tes fréquences. Et tu te sens bien, plein de vitalité, prête à continuer cette journée. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien réajusté, bien équilibré, bien harmonisé. Et 5, et tu prends une grande inspiration. Et tu ouvres tes yeux. Bienvenue. Quel voyage! Ça va, ça n'a pas été trop imprégnant, cette Euh, émission? Si, oui, oui, Oui. cette enquête c'était très, très, très. Et dès le décompte. Donc, je me suis dit, où est-ce qu'on va? En tout cas, un grand merci, Je Béatrice. te remercie, Franco. Et on se revoit pour la prochaine enquête. Oh oui, bisous, à très Une belle journée à vite. toi. Ciao, ciao. Merci. Bye. Bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.